La fatigue, ce n'était pas un mot pour moi. J'avais 99 ans de force dans les bras, même à 78 ans. J'avais passé 60 ans à frotter, à récurer les sols des grands bureaux de Courbevoie. J'étais une femme de ménage, et ça, c'était un travail de forçat. Mais j'avais mon appartement, un petit 2 pièces hérité de ma mère. C'était ma seule richesse, ma sécurité. Et puis, la fatigue est venue. Pas la bonne fatigue après une journée de travail, non. Une fatigue qui vous vide de l'intérieur, comme si on vous pompait la vie doucement, tous les jours. Il y a eu le sang, aussi. Du sang rouge vif dans les toilettes. La première fois, j'ai paniqué. J'étais forte, mais là, le corps parle. Il faut écouter son corps. J'ai vu le docteur Lemaire. Je lui ai raconté. Il m'a à peine regardé. Il a souri comme si j'étais une gamine. Ce sont les hémorroïdes, Hélène. À votre âge, c'est fréquent. C'est la vie. Il m'a donné une pommade. Pas d'analyse, pas d'examen poussé. Rien. J'ai eu l'impression qu'il me renvoyait à ma petite place. 2 semaines après, le sang continuait. J'étais épuisée. Mon pantalon flottait. J'avais perdu 5 kilos. 5 kilos sans rien faire. Je sentais que mon énergie s'en allait par petites fuites que je ne comprenais pas. J'ai vu un 2e médecin. Même histoire, même pommade. J'ai insisté. J'ai dit que je ne pouvais plus marcher, que je traînais les pieds. Il m'a dit que je devais me reposer. Le 3e, c'était un jeune, un remplaçant. Quand j'ai raconté que j'avais déjà vu 2 confrères, il a soupiré, avec agacement. « Madame Dubois, 3 médecins vous ont dit que ce n'était rien de grave. Arrêtez de lire des choses sur Internet. » J'étais humiliée. C'étaient des hommes de science, non? J'ai cru que c'était moi, que je devenais folle, hypocondriaque. À mon âge, on voit les choses autrement, mais je ne voulais pas être un fardeau. Pourtant, j'avais mal. Des crampes dans le ventre, bizarres, qui ne passaient pas. Des douleurs sourdes, comme si quelque chose se bouchait à l'intérieur. Je n'osais plus en parler. Je me disais, peut-être que c'est le stress, ou juste la vieillesse qui gagne. Ma seule joie, c'était Marc, mon fils, le seul. J'avais fait les 3-8 pour qu'il ait une bonne école, pour qu'il ne manque de rien. Il était devenu chef de chantier, un homme important. Mais Marc avait des soucis d'argent. Et sa femme, Sylvie, je ne l'aimais pas. Elle était élégante, toujours tirée à 4 épingles, mais froide comme un carreau de salle de bain en hiver. Elle ne supportait pas mon petit appartement de Courbevoie. Pour elle, c'était une bicoque qui sentait la javel. Leurs visites du week-end, elles n'étaient châtées plus pour me voir. Elles étaient pour me presser. « Maman, ce mur est fissuré. Tu ne peux pas t'occuper de ça. Si on vend maintenant, on paiera l'école de Théo sans problème. » Marc disait ça en désignant des choses qui ne m'avaient jamais posé de problème. Sylvie, elle, allait plus loin. Elle regardait mes meubles usés, l'air de calculer combien il pourrait tirer de la vente. « Avec cet argent, Hélène, tu pourras aller dans une maison de retraite correcte, un endroit avec des activités. Et nous, on s'en sortira. » La façon dont elle disait s'en sortir me faisait mal au ventre, plus que les crampes. J'avais l'impression qu'ils attendaient juste que je disparaisse pour toucher mon héritage. Cet appartement, c'était tout ce qu'il me restait. Un soir, Sylvie avait insisté pour cuisiner. Elle avait préparé un plat riche, un ragoût réconfortant, disait-elle. J'ai à peine mangé, mais j'ai eu une nuit d'enfer. C'était des allers-retours entre la diarrhée et la constipation, et l'impression horrible que je n'arrivais jamais à me vider complètement. Je me sentais toujours pire après leur visite. C'était une petite voix qui me parlait, perfide. Elle me disait que la fatigue, la perte de poids, tout ça était trop rapide pour être juste la vieillesse. Marc m'a appelé en milieu de semaine. Il s'inquiétait de ma santé. Mais j'entendais surtout la panique dans sa voix, qu'il ne soit pas là pour signer les papiers de l'appartement.
Tu es trop faible, maman. Laisse-nous nous occuper de tout. Mon cœur battait de douleur. Pas seulement la douleur physique, mais celle de la trahison. Je me suis résignée. Peut-être que je mourrais de vieillesse après tout. Jusqu'à cet après-midi-là. J'ai cherché mon déambulateur. Il était dans le petit couloir. La porte d'entrée était mal fermée. Elle laissait passer les voix de Marc et Sylvie. Ils finissaient de rassembler leurs affaires. Ils croyaient que je dormais. Marc était visiblement énervé. Sa voix était basse, mais j'entendais le sifflement. « Tu devais faire attention, Sylvie. J'ai vu qu'elle a à peine touché à son assiette. Elle ne veut plus manger. Ça va prendre trop de temps, comme ça. » La voix de Sylvie était froide, sans cœur. « Calme-toi. Les médecins ont dit que ce n'était rien, rappelle-toi. Personne ne cherche plus loin. D'ici un mois, la fatigue aura fait son œuvre. Les papiers seront signés, et nous aurons l'appartement. De toute façon, elle ne fait que saigner. » Mon corps s'est figé. Le sang s'est arrêté dans mes veines. C'était plus rapide que le sang dans mes selles. Ils n'étaient pas inquiets. Ils étaient juste agacés. Ils ne voulaient pas que je me rétablisse. Ils voulaient que ça aille plus vite. Ce n'était pas la maladie qui allait m'emporter. C'était eux. J'ai lâché mon déambulateur. Le bruit a résonné. Un bruit sourd. J'étais là, tremblante, dans l'ombre du couloir. Je n'ai pas eu le courage de me montrer. J'avais compris. Ma propre famille laissait la maladie faire son œuvre. Peut-être qu'ils accéléraient ma chute. Mais je ne savais pas comment ils s'y prenaient. Je ne savais pas s'ils m'avaient en vue. Je me suis retirée lentement dans ma chambre. J'ai entendu Marc murmurer à Sylvie, juste avant qu'il ne ferme la porte, un mot lourd de sens qui m'a glacée. Espérons que le portier, Léo, n'ait rien vu. Il est toujours fourré partout. J'étais revenue dans mon lit, tremblante. Ce n'était plus la peur de la maladie que je sentais, c'était la peur de l'intention de mon fils. Marc et Sylvie n'étaient pas tristes de me voir mourir. Ils étaient pressés, agacés par le temps que ça prenait. Je me disais, « Est-ce que j'ai bien entendu? Est-ce que la maladie me fait entendre des choses? » À mon âge, on voit les choses autrement, on doute de soi. Mais cette phrase, elle était trop claire. Ils attendèrent ma mort. Quand Marc est revenu me dire au revoir, j'ai fait semblant de dormir profondément. Il m'a regardée avec un air soulagé, un soulagement qui n'était pas celui d'un fils aimant. « Repose-toi bien, maman. On t'a laissé ton plat préféré, du pâté en croûte. C'est riche, ça te fera du bien. » Il m'a embrassée sur le front. C'était un baiser glacé, un baiser de trahison. Ils sont partis. Le silence est revenu. Mais ce n'était plus un silence de repos. C'était un silence de surveillance. Je ne pouvais plus manger ce qu'il me donnait. Ce pâté en croûte que j'aimais tant, il sentait maintenant la terre et le cimetière. J'ai commencé à repenser à tout. Pourquoi est-ce que mes crampes abdominales étaient toujours plus fortes après leur visite? Pourquoi, après le ragoût de Sylvie, j'avais eu cette nuit terrible, alternant diarrhée et constipation? Ce n'était pas normal. J'ai pris un bout de papier et j'ai noté les dates. Chaque fois qu'ils venaient ça le week-end, j'avais mal. Chaque fois que je mangeais leurs plats réconfortants, souvent de la charcuterie, des viandes grasses, mon ventre se nouait. J'avais perdu 7 kilos maintenant. 7 kilos sans chercher à en perdre. J'étais fatiguée, oui, par l'anémie occulte dont je ne connaissais pas le nom, mais que je ressentais comme une fuite constante de ma vie. Je savais que le sang dans les selles n'était pas juste une histoire d'hémorroïdes. Mon corps parlait. J'avais eu tort de ne pas m'écouter plus tôt. Je devais trouver un moyen de savoir. Mais je ne pouvais pas sortir. Je ne pouvais pas aller chez le médecin. Il surveillait. Ils attendaient juste que je me trompe, que je donne un signe de vie trop fort. Marc avait prononcé un nom, Léo, le portier. Léo était toujours là. Il nettoyait le hall, les poubelles, les escaliers. Marc et Sylvie le traitaient comme de la poussière.
Ils ne le voyaient pas. Pour eux, Léo, c'était un meuble. Mais moi, je savais qu'ils voyaient tout. Un après-midi, j'ai fait l'effort. J'ai pris mon déambulateur, en faisant semblant de peiner terriblement. J'ai traîné jusqu'à la cage d'escalier. Léo était en train de récurer la rampe. « Léo, mon ami, » j'ai dit doucement. « Vous avez 5 minutes pour une vieille femme qui a besoin d'air frais. » Léo a posé sa brosse et a essuyé ses mains sur son pantalon bleu de travail. Il m'a regardé. Ses yeux étaient étonnamment doux. « Madame Dubois, bien sûr. Prenez mon bras. » On est descendu lentement. Je lui ai dit « Marc et Sylvie sont mes seuls enfants. Ils me parlent de vendre l'appartement. Ils disent que je ne suis plus en état. » Léo a serré les lèvres. Il a balayé l'étage avec son regard, comme pour s'assurer que personne n'écoutait. On s'est arrêté près des boîtes aux lettres. « Madame Dubois, je vais être directe. Je ne suis pas un médecin, mais j'ai perdu ma propre mère il y a 7 ans, à cause de la même chose. Le médecin disait hémorroïde. C'était un cancer du côlon. Mon cœur a fait un bond. Je n'arrivais pas à respirer. J'ai appris une chose, » a continué Léo, sa voix à peine audible. « Quand il y a du sang dans les selles, qu'il soit rouge vif ou noir, et une fatigue qui ne passe pas, on doit toujours faire un examen. Toujours. » C'était ça, ce que les 3 médecins avaient ignoré. Puis, Léo a hésité. « Le mois dernier, j'ai vu Monsieur Marc à la sortie du courrier. Il y avait une lettre recommandée, du gros hôpital de Saint-Joseph. Je l'ai vu monter chez vous. 2 heures après, il est redescendu. Il a jeté une enveloppe déchirée, avec le logo de l'hôpital, dans la poubelle de la rue. J'ai senti le froid me monter le long de la colonne vertébrale. C'était la convocation. C'était ma chance de me faire soigner, ma chance d'avoir une coloscopie pour voir ce qui se passait vraiment à l'intérieur. Et Marc l'avait prise. Il l'avait détruite. Il n'avait pas seulement laissé la maladie faire son travail. Il avait volé mon diagnostic. Il avait coupé le fil qui me reliait à la vie. Il savait, j'ai murmuré. Il savait que c'était peut-être grave, et ils ont laissé faire. Léo a hoché la tête tristement. Je crois que Monsieur Marc voulait que ça aille plus vite. J'ai pris la main de Léo, la mienne tremblante. Léo, vous êtes le seul. Je n'ai plus personne. Ils sont en train de m'achever pour l'appartement. J'ai sorti de ma poche ma petite bourse en cuir. Il y avait 50 €, tout ce que j'avais en liquide. Je ne peux pas sortir. Je ne peux pas acheter d'affaires. Léo, vous devez être mes yeux et mes jambes. Je lui ai demandé 2 choses. Un petit carnet pour noter mes symptômes et un tout petit enregistreur numérique. Quelque chose de simple. « Vous êtes en danger, Madame Dubois », a dit Léo en acceptant l'argent. « On n'est jamais trop prudent. Je vais faire ça, mais soyez forte. » Je suis remontée, le cœur en miettes, mais la tête claire. La douleur était là, mais la rage de la trahison était plus puissante. J'ai commencé ma surveillance. J'ai utilisé le carnet que Léo m'avait apporté le lendemain, enveloppé dans un journal. J'ai noté mes douleurs. Mardi, crampe à 11 h, après le jambon laissé par Sylvie. Mercredi, constipation sévère, selle très fine, en ruban. Samedi, diarrhée après la soupe de poisson de Marc. J'avais l'impression de devenir détective de mon propre corps. J'ai compris le jeu. Il me nourrissait de ce qui était le pire pour mon état. Marc et Sylvie revenaient. Marc parlait de l'école de Théo. « Maman, il faut qu'on avance vite. On a rendez-vous chez le notaire pour signer les papiers de cession pour cause de santé, dans 11 jours. 11 jours. 11 jours pour mourir, ou 11 jours pour me battre. » J'ai vu Sylvie ouvrir le frigo. Elle avait laissé une barquette de pâté de campagne la dernière fois. J'ai fait semblant de ne pas regarder, mais j'ai mémorisé où elle avait mis le sac poubelle en sortant. Dès qu'ils sont partis, j'ai rampé jusqu'à la poubelle. Je devais trouver quelque chose. N'importe quoi. J'ai fouillé. J'ai trouvé le sachet de yaourt qu'elle m'avait forcé à manger, disant que le calcium protégeait. Mais cette fois,
J'ai regardé l'étiquette d'un yaourt qu'elle avait jeté. C'était un yaourt sans lactose, enrichi en poudre de lin. J'avais pensé que c'était bon, plein de fibres. Mais en bas, en tout petit, il y avait marqué « À éviter en cas de constipation sévère ou d'occlusion intestinale partielle ». Je me suis figée. Sylvie le savait. Elle savait que j'avais ces problèmes intestinaux. Le docteur Lemaire en avait parlé. Et elle m'avait donné exprès le produit qui allait aggraver les choses, qui pouvait provoquer une obstruction totale. C'était une action ciblée. Elle n'était pas bête, elle était malveillante. C'était pire qu'un poison rapide. C'était un poison lent, caché dans la nourriture, qui jouait avec ma propre maladie. J'ai senti les larmes monter, mais elles sont restées bloquées dans mes yeux. C'était fini, le temps de pleurer. La douleur de la trahison avait laissé place à une colère froide, tranchante. Marc et Sylvie ne voulaient pas que je guérisse. Ils voulaient que je meure vite, pour l'appartement et l'argent. Le temps était compté. 11 jours. J'ai glissé le fragment d'étiquette, plié, dans mon carnet. Maintenant, j'avais les preuves. La destruction du diagnostic, lettre de l'hôpital, l'accélération de la maladie, étiquette toxique, et le motif, l'argent, l'appartement. Je me suis dit, on ne lâche rien, je devais m'en sortir, et je devais le faire seule. Mais d'abord, je devais me soigner en secret. J'ai rappelé Léo. Il est venu discrètement le lendemain, après sa tournée. Léo, vous m'apportez des courses, mais des courses à moi, des vraies. Je lui ai donné une liste précise. J'avais fait des recherches avec l'aide d'un vieux livre de cuisine et d'une encyclopédie qu'il m'avait trouvée à la bibliothèque. Je devais inverser ce qu'il me donnait. Il me faut beaucoup d'eau, Léo, des bouteilles, et des légumes frais, des fruits, surtout des céréales complètes et du lait entier. Léo m'a regardé. « Pourquoi le lait, Madame Dubois ?» J'ai lu, Léo. J'ai lu que les produits laitiers protègent contre ce genre de maladie. Et je n'en bois presque plus. Sylvie me donne toujours du sans lactose ou du lait de riz. J'ai compris que Sylvie jouait sur ma faiblesse. Elle m'avait fait croire que le lait me ferait du mal, m'orientant vers des aliments qui n'aidaient pas. J'ai commencé ma guérison secrète. J'ai bu des litres d'eau. Je me suis forcée à manger des légumes à chaque repas. C'était dur, car mon ventre n'était plus habitué aux fibres. J'ai mangé des haricots verts, des pommes. En quelques jours, j'ai vu la différence. J'ai noté dans mon carnet « Jour 1, crampes violentes après les haricots. Jour 3, celle un peu moins fine. » Mon corps se remettait en marche. Je sentais que la partie qui était bloquée, l'obstruction partielle, commençait à se débloquer avec l'hydratation abondante et les fibres. J'ai même commencé un exercice, juste me lever et faire le tour de ma table 2 fois, lentement. Le premier jour, c'était un calvaire. Je m'asseyais, épuisée par l'anémie. Mais j'ai persisté. Je buvais mon verre de lait entier chaque matin, pour le calcium et la protection, me sentant presque rebelle. Au bout d'une semaine de ce régime secret, j'ai repris un peu de couleur. Mes selles n'étaient pas plus noires et fines. Elles avaient une apparence plus normale. Léo, qui me faisait passer le courrier et me donnait de l'eau, l'a remarqué. « Madame Dubois, vous avez meilleure mine. » Chut, Léo, il ne faut pas qu'il le sache. J'ai dû jouer le rôle de ma vie. Je devais être plus faible que jamais en leur présence. Marc m'a appelé au téléphone, paniqué. Il sentait que les choses n'avançaient pas assez vite. « Maman, je suis très inquiet. Tu ne vas pas bien. Je pense qu'il faut que le notaire vienne à la maison. C'est mieux pour ta santé. » C'était la ruse pour m'isoler, pour que personne d'autre ne voie mon état, pour qu'il puisse me faire signer sans témoin neutre. « Oui, mon chéri, tout ce que tu veux. Je suis trop fatiguée pour penser. » J'ai chuchoté au téléphone, me forçant à donner une voix faible, moribonde. Marc était soulagé. Le rendez-vous était pris pour le lendemain matin.
J'ai activé le petit enregistreur numérique que Léo m'avait procuré. Je l'ai glissé dans le revers de ma blouse, sous mon col. Il était minuscule. Je devais obtenir qu'ils disent clairement ce qu'ils attendaient. J'ai passé la nuit à prier, à boire de l'eau, à manger mes légumes. Je devais être assez forte pour survivre au lendemain, mais assez faible pour ne pas signer. Le matin est arrivé. Je me suis maquillée avec une poudre très pâle pour accentuer mon teint de malade. J'ai mis ma vieille robe de chambre, l'air négligé. Marc et Sylvie sont arrivés avec le notaire. L'homme était grand, avec des lunettes. Il avait l'air pressé. Marc s'est approché de moi, son regard glissant vers le notaire pour s'assurer qu'il avait l'air compatissant. « Maman, c'est juste quelques signatures. C'est pour ton bien. Ensuite, on pourra te transférer dans un endroit où tu seras bien soignée. » Il voulait que je leur cède l'appartement pour raison médicale. Marc avait déjà son stylo à la main. Sylvie s'est penchée et a murmuré à Marc, croyant que je ne l'entendais pas. Et surtout, croyant que le notaire n'entendrait pas. L'enregistreur, lui, captait tout parfaitement. « Dépêche-toi. Une fois qu'elle aura signé ses papiers de cession, il nous restera 3 jours pour que le corps lâche avant que l'assurance ne soit invalidée. C'est la seule chose qui compte. » Marc a chuchoté en retour. « Ne t'inquiète pas, chérie. J'ai encore mis la main sur un peu de cette charcuterie artisanale, faible en fibres. Son état va empirer ce soir. Elle n'y verra que du feu. » J'ai fermé les yeux, sentant une vague de nausées me submerger. Non pas de maladie, mais de dégoût. Leur voix était des couteaux dans mon cœur. Marc m'a tendu le stylo. « Vas-y, maman, juste ici. J'ai pris le stylo. » Mes doigts, renforcés par une semaine de lait et de légumes, ne tremblaient presque pas. Mais au lieu de signer, j'ai porté ma main à ma bouche. J'ai toussé, une quinte de toux rauque et douloureuse. J'ai fait semblant d'étouffer. Marc a paniqué. « Qu'est-ce qu'il y a, maman ?» J'ai reculé sur mon oreiller, ma voix se brisant dans un murmure pathétique, mais clair. « Mon fils, je crois que je dois vomir. Vous allez devoir me pardonner, maître. Je ne peux pas signer. J'ai perdu conscience, Marc. Je me suis laissé glisser dans l'oreiller, feignant un évanouissement parfait. Le notaire, dérangé et professionnel, s'est levé rapidement. « Monsieur Dubois, dans ces conditions, un acte notarié est impossible. La capacité légale de Madame Dubois doit être sans équivoque. Il faudra reporter. » Marc a hurlé silencieusement, son visage décomposé de rage contenue. Il voyait l'appartement et l'assurance de 150 000 € lui échapper pour un simple faux malaise. L'enregistreur sous l'oreiller continuait de capter le silence paniqué de Marc et Sylvie. Le temps était suspendu et j'avais réussi. J'avais gagné une semaine, les preuves de leur complot à la main. Marc venait d'échouer. Je n'étais plus la proie, j'étais la chasseuse. Avant de continuer, dis-moi d'où tu regardes. J'aimerais beaucoup savoir jusqu'où cette histoire va voyager. Le lendemain matin, Hélène appela Marc. Sa voix était étonnamment claire, dénuée de la faiblesse de la veille. Elle s'excusa platement pour son malaise, expliquant que le stress de l'événement avait dû provoquer une hypoglycémie. « Je ne veux plus que ça se passe à la maison, mon chéri. C'est trop émotionnel, » exigea-t-elle. « Arrange une nouvelle signature chez Maître Duval. Aujourd'hui, à 14 heures. Je veux que tout soit terminé rapidement. » Marc, soulagé par sa résilience apparente et pressé par la contrainte de temps imposée par l'assurance vie, accepta. Il avait besoin que les papiers de cession de propriété soient signés, peu importait le lieu. Il ignorait qu'Hélène avait passé la matinée à consulter un avocat pénaliste, alerté par Léo, et qu'elle avait déposé une plainte formelle, enregistrement à l'appui, quelques heures auparavant. À 14 heures précises, Marc et Sylvie entrèrent dans le cabinet luxueux de Maître Duval, un notaire réputé dans le 16e arrondissement de Paris. Hélène était déjà assise, son déambulateur soigneusement replié,
contre un mur de la salle de réunion. Marc sourit, nerveux. « Enfin, maman, on finit ça, hein ?» Hélène, vêtue d'une robe simple mais propre, se redressa légèrement. Elle ne montrait plus la fatigue. Son teint, qui avait repris un peu de couleur grâce à sa semaine de fibres et d'hydratation, détonnait avec le maquillage pâle qu'elle avait utilisé la veille. L'atmosphère se figea quand la porte s'ouvrit une nouvelle fois. Marc devint livide. Entrèrent dans la pièce une femme en tailleur sévère, que maître Duval salua poliment, et Léo, le portier, portant son uniforme bleu de travail, le regard grave. Derrière eux, un homme imposant, l'avocat d'Hélène. « Qu'est-ce que ça veut dire, maman ?» balbutia Marc, la chaise raclant le parquet. « Et Léo, pourquoi est-il ici ?»« Il est là pour témoigner, mon fils, » répondit Hélène. Elle se leva lentement, non pas avec la peine feinte des derniers mois, mais avec une dignité qui laissait transparaître toute la force de ses 78 ans. Elle laissa son déambulateur là où il était. La femme que Marc et Sylvie avaient essayé d'enterrer se tenait droite. « Non, ne vous asseyez pas, » dit-elle, regardant son fils droit dans les yeux, son regard d'acier ne trahissant aucune émotion. « Ce sera rapide. » Elle ouvrit le sac à main que Léo tenait et en sortit un petit enregistreur numérique. Elle le posa sur la table de verre, un point noir insignifiant qui contenait pourtant la destruction de leur avenir. Elle appuya sur lecture. La voix de Marc, métallique et claire, emplit la pièce, prononçant les mots crus de leur complot. « Dépêche-toi !» Une fois qu'elle aura signé ses papiers de cession. Il nous restera 3 jours pour que le corps lâche, avant que l'assurance ne soit invalidée. C'est la seule chose qui compte. Un silence glacial tomba. Maître Duval déglutit, horrifié. Sylvie couvrit sa bouche de sa main. « L'assurance vie de 150 000 €, expliqua Hélène, sa voix ferme. Et l'appartement à Courbevoie, évalué à 450 000 €. C'était votre prix ?» Marc se jeta en avant, essayant d'éteindre l'appareil, mais l'avocat s'interposa. Hélène continua sans s'arrêter. Elle sortit une enveloppe et en tira un document froissé, ainsi que la lettre déchirée qu'elle avait récupérée. Deuxièmement, le diagnostic. J'ai été convoquée par l'hôpital Saint-Joseph pour une coloscopie. Ce document aurait pu me sauver la vie. Léo vous a vu le jeter à la poubelle, Marc. Vous avez volé ma chance d'être soigné. Marc balbutia. C'est une erreur, un malentendu administratif. Et ceci. Hélène glissa sur la table le fragment d'étiquette du yaourt. Elle désigna le petit texte. À éviter en cas de constipation sévère et occlusion partielle. Depuis 4 mois, mes selles étaient mates fines, noires, et j'avais perdu 8 kilos. J'étais en état d'anémie et d'obstruction partielle. Au lieu de me donner des fibres et de l'eau, vous m'avez nourri de charcuterie et de ce yaourt, le seul aliment qui pouvait provoquer une occlusion totale et m'achever rapidement. Elle se tourna vers Sylvie. Vous le saviez, vous qui êtes si méticuleuse dans vos courses. La substitut du procureur intervint, sa voix professionnelle coupant le dernier souffle de défense de Marc. Les preuves recueillies par Madame Dubois, corroborées par le témoignage de Monsieur Léo, et l'enregistrement qui confirme la tentative de fraude à l'assurance vie, sont accablantes. Marc, au bord des larmes, se tourna vers sa mère. Il tendit la main, l'air suppliant. « Maman, je suis ton fils. Après tout ce qu'on a fait ensemble, tu vas faire ça à ton propre sang. Pense à Théo. » Il implora, sa voix se brisant. « J'étais désespérée. Je ne pouvais plus payer l'école. » Hélène le regarda, sans ciller. Elle s'avança jusqu'au bord de la table. « J'ai fait les 3-8, jour et nuit, pour payer tes études, mon fils. J'ai récuré des bureaux pendant 60 ans pour que tu n'aies pas à vendre ma vie pour 600 000 €. Sa voix était gelée, sans chaleur. « Vous avez cessé d'être ma famille.
le jour où vous avez calculé ma date d'expiration. Mon avenir est de vivre, Mark. Le vôtre, non. » La substitut du procureur fit un signe de tête discret. 2 officiers de police, qui attendaient dans le couloir, entrèrent dans la pièce. « Marc Dubois et Sylvie Dubois, vous êtes en état d'arrestation pour tentative d'homicide qualifié, abus de faiblesse et fraude, » déclara l'un des officiers. Marc et Sylvie furent menottés rapidement. Ils ne protestèrent au même pas, Marc ne faisant qu'adresser un regard vide à sa mère en sortant. Léo ferma la porte derrière eux. Maître Duval, encore sous le choc, annula immédiatement la cession de propriété, tamponnant les documents d'un « annulé » ferme. Le silence retomba dans la pièce. Hélène, assise à la table de notaire, toucha du doigt le déambulateur remisé. Elle n'en avait pas besoin. Plus maintenant. Le procès fut rapide. Marc et Sylvie furent reconnus coupables et condamnés à 10 ans de réclusion ferme pour tentative d'homicide qualifié et abus de faiblesse. Marc, chef de chantier avec un salaire confortable, perdit immédiatement son emploi et toute possibilité de retrouver un poste similaire, son nom étant sali par les gros titres. Le tribunal les obligea à verser à Hélène 300 000 € d'indemnisation pour dommages moraux et médicaux. Ils perdirent tout, leur profession, leur liberté, et l'appartement qu'ils convoitaient fut définitivement sauvé. La famille entière, choquée par l'ampleur de la trahison, coupa tout contact avec le couple. Le petit Théo fut confié à la sœur de Sylvie. Marc et Sylvie, isolés et sans aucune visite familiale, commencèrent à purger leur peine à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis. Hélène n'eut jamais à s'y rendre. Elle avait déjà payé le prix de cette relation. Hélène, âgée de 80 ans, 2 ans après ce jour au cabinet de notaire, se consacra à la reconstruction. Elle avait prouvé que son instinct était plus fort que les diagnostics ignorés des médecins. Après avoir consulté un vrai gastro-entérologue qui confirma la présence d'un polype bénin avancé, lequel aurait pu devenir cancéreux sans son intervention, Hélène adopta définitivement le régime qu'elle avait commencé en secret avec Léo. Sa récupération fut spectaculaire. Ses problèmes intestinaux avaient disparu et ses analyses de sanguine étaient parfaites. Elle avait récupéré 5 kilos de masse musculaire saine. Son énergie était revenue. La fatigue chronique due à l'anémie occulte avait fait place à une vitalité inattendue. Chaque matin, à 6 heures, elle faisait le tour du pâté de maison sans son déambulateur. À 8 heures, elle buvait son verre de lait entier, symbole de sa petite rébellion contre le poison lent de Sylvie. L'appartement de Courbevoie, évalué à 450 000 €, devint le siège de l'association Les Fibres de l'Espoir, une organisation fondée par Hélène et Léo. Léo, son assistant à plein temps, y organisait des ateliers. Hélène enseignait aux retraités comment se battre contre l'isolement et la malveillance familiale en insistant sur l'importance d'une bonne hygiène de vie. « La maladie nous parle. Il faut l'écouter », disait-elle lors de ses réunions hebdomadaires. « Si vous saignez, si vous perdez du poids, si vous êtes fatigué, il faut insister. Ne laissez personne, même pas vos enfants, vous dire que ce n'est rien. Moi, j'ai cru que je mourrais de vieillesse, mais en réalité, je mourais d'un manque de fibres et d'un excès de trahison. » Elle expliquait, avec des mots simples, comment la consommation régulière de légumes, de fruits et l'hydratation abondante avaient débloqué l'obstruction partielle qui la torturait. Elle était la preuve vivante qu'une attention simple à l'alimentation et au corps pouvait être une arme contre la négligence médicale et la cruauté. Elle avait aidé plus de 200 personnes à faire le point sur leurs symptômes et à insister pour obtenir une coloscopie ou un examen approprié. Aujourd'hui, Hélène vit en paix. Elle utilise les 300 000 € d'indemnisation pour s'assurer une vieillesse confortable, mais surtout pour financer les fibres de l'espoir. Elle a retrouvé le plaisir de faire la cuisine, cette fois en privilégiant les aliments qui construisent la vie, non ceux qui l'éteignent.
Elle a renoué avec de vieilles amies, et le petit appartement, autrefois source de convoitise, est devenu un phare d'espoir. Lorsqu'elle se tient dans son salon, transformé en salle de réunion, où résonnent les rires des retraités, Hélène regarde par la fenêtre. Le soleil entre, chaud et réconfortant. Elle porte la main à son cœur, reconnaissante. Marc et Sylvie voulaient qu'elle soit silencieuse et épuisée pour hériter de ces murs. Ils l'ont rendue forte et bruyante. Ils voulaient ça l'argent. Elle a gagné la liberté et la santé retrouvée. Elle sourit, la vengeance la plus complète. C'est celle qui n'a pas besoin de couteau, ni de haine, mais seulement de quelques légumes, de beaucoup d'eau, et de la certitude que la vie vaut beaucoup plus qu'un appartement. Et si tu es resté avec moi jusqu'à la fin, laisse-moi un commentaire pour me dire ce que tu as pensé de l'histoire et quel type d'histoire tu aimerais lire davantage. Merci beaucoup d'être ici. À la prochaine histoire émouvante.